Logique, mais tout de suite place au 4V. On retrouve tout de suite Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous recevez ce matin Jean-Françoil Copé. Oui, alors Jean-François Copé, il reprend, vous allez le voir discrètement, du service à droite, alors que son parti, Les Républicains, fait une rentrée en ordre dispersé. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Alors ce qui est bien cette rentrée, c'est que vous avez le choix. Alors il va falloir choisir. Est-ce que vous avez choisi votre rendez-vous politique de la rentrée? Le 24 avec Valérie Pécresse, le 26 avec Laurent Wauquiez, ou alors la Vendée avec Bruno Retailleau? Ce que vous dites est terrible. Ça montre vraiment que la droite est encore dans cette phase de convalescence longue qui se traduit par des divisions fortes. Ouais. Ça veut dire que Laurent Wauquiez n'a pas réussi à rassembler? Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que malheureusement, comme souvent dans ces cas-là, au lieu d'ouvrir ses bras, on a tendance à se rétrécir, à ne pas supporter des avis différents, et ça donne effectivement ce type de dispersion. Vous avez l'air résigné. Bon, résigné, je ne suis pas décideur dans cette affaire-là. Vous savez, moi, c'est encore votre famille politique, Jean-François Copé. De la hauteur. Oui, bien sûr. J'ai pris quand même un peu de hauteur depuis la désastreuse défaite de la droite de l'année dernière. Donc, je regarde ça avec philosophie, mais c'est vrai que je le regrette. Ça peut durer? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que ça peut durer. Je crois qu'en réalité, c'est des phénomènes d'ailleurs classiques après des débâcles comme celles que malheureusement notre famille politique a connues en 2017. Donc, comme la nature a horreur du vide, petit à petit, des choses vont se remettre en place, mais certainement pas comme on peut l'imaginer, de manière militaire, caporalisée. Je crois que tout ça n'a plus de sens aujourd'hui. On est en 2018 et beaucoup de choses se sont passées. Si on va au bout de votre logique, ça voudrait dire que Laurent Wauquiez n'a pas vocation à rester le patron de la droite jusqu'au bout de son mandat, pour lequel il a été élu largement. Ah bah de la droite, non. Du parti Les Républicains, oui, mais ça n'est qu'une partie de la droite. Et malheureusement, il y a d'autres moments où ça a été une grande partie de la droite. Aujourd'hui, c'est devenu une petite partie de la droite. Mais il n'a pas vocation à aller au bout ça, de j'en son sais mandat. rien, c'est pas le sujet. Malheureusement. Vous dites que ça ne peut pas durer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne peut pas durer? On voit bien que ça ne prend pas. Oui. Vous l'avez dit vous-même. expliqué. Non, vous l'avez expliqué. Il n'arrive pas à réunir sa famille politique. Ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est la fin de l'histoire. Mais parce que, vous savez, la politique réserve toujours beaucoup de surprises, donc il faut laisser faire les choses. On est en décomposition, recomposition, et je crois qu'il faudra des idées nouvelles. Il y en a des idées nouvelles ou pas à droite? Oui, déjà... Quand vous voyez Valérie Pécresse, par exemple, qui essaie de faire entendre une petite musique, comme on dit, à l'intérieur de son propre parti, elle fait sa rentrée avec son parti, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Libre. Vous retrouvez, par exemple, dans cette démarche-là? De manière générale, quand on ne permet pas à une famille politique que les personnalités puissent donner des idées nouvelles à l'intérieur, elles le font à l'extérieur. C'est pour ça que moi, quand j'étais à la tête de l'UMP, j'ai veillé à élargir largement pour qu'on soit sûr que tout le monde, à l'intérieur, puisse donner sa différence. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais surtout, puisque vous me demandez comment ça va évoluer, les choses ont changé. Mais qu'est-ce qui a changé ? Avec l'élection de Macron, on n'a plus un clivage gauche-droite comme on avait avant. On a 4 forces politiques. On a 2 forces politiques qui sont extrémistes, Front de gauche d'un côté, Front national de l'autre. Et on a 2 partis censés être des partis de gouvernement. Il ne faut pas que les Républicains quittent cette image fondatrice qui est celle d'être un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti qui réforme pour les Français. Pas un parti qui se nourrit des difficultés des Français. Un parti qui réforme en entendant la clameur de ceux qui souffrent. Vous anticipez un petit peu ce qui va se passer pour les européennes notamment? Je pense que les européennes, ça vous inquiète? Mais oui, bien sûr, ce sera un test politique important. C'est la première fois qu'il y aura une élection nationale depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Donc oui, il faudra que les Républicains acceptent là aussi d'ouvrir leurs bras et de rester un parti pro-européen. Nous ne sommes pas un parti anti-européen. Pas de dérive populiste du parti Les Républicains? Pas de dérive extrémiste pour une raison simple, c'est que le marché, si j'ose m'exprimer ainsi, des anti-européens, il est quand même surbooké. Quand vous regardez le nombre de partis qui sont contre l'Europe et qui se nourrissent en termes électoraux d'être contre l'Europe, écoutez, ça n'a aucun sens. Nous, notre histoire, que nous soyons gaullistes, que nous soyons, comme c'est mon cas, mais d'autres sont plus libéraux ou plus centristes, nous avons toujours forgé notre crédibilité auprès des Français sur la construction européenne, en étant critique quand il faut l'être, mais à l'intérieur de l'Europe. Sinon, ça veut dire que demain, on va mentir encore aux gens, on va leur faire croire que... Laurent Wauquiez, il peut écouter ce qui se passe dans les autres pays européens, et il voit qu'il y a une vague populiste, il voit que les partis d'extrême droite se portent plutôt bien. Oui, et alors c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à l'extrême droite. Vous savez, il y a des moments aussi où c'est pas l'extrême droite qui gagne. En France, c'est pas l'extrême droite qui a gagné en 2017. Et je pense qu'il faut qu'on ait en tête qu'on a des institutions solides, contrairement à d'autres pays où ça peut changer en une semaine. Nous, on a des mandats de 5 ans. Eh bien, profitons-en pour montrer dans la durée des résultats. Qu'est-ce que les Français reprochent? Pourquoi est-ce qu'ils votent pour beaucoup d'entre eux pour les extrêmes? C'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Nous, on le sait. On sait qu'il y a des choses à faire. Ayons le courage de les faire au lieu de faire croire que c'est à cause de l'Europe. Est-ce que l'affaire Benalla a redonné des couleurs aux Républicains?
En tout cas, elle en a fait perdre à la majorité, ça c'est certain. Ça a redonné un peu d'oxygène. Vous le sentez sur le terrain? Les gens viennent vous voir en disant bon, non. Non, ça je ne crois pas que ce soit l'affaire Benalla qui redonne de l'oxygène à la droite. Je pense qu'elle a surtout montré qu'il y avait de la légèreté de la part de l'organisation élyséenne, et puis, pardon de le dire, de la légèreté de la part de certains médias. On a fait de cette affaire une affaire d'État, alors que c'était une affaire de réorganisation de l'Élysée qu'il fallait traiter, qui montrait une grande légèreté. Bien aidée par l'opposition quand même, qui a embrayé. Mais elle a fait son boulot. Écoutez, elle a été cette Parfois bonne aussi, guerre. les médias ont peut-être fait leur boulot. Non mais je sais qu'il ne faut jamais le dire, mais quand même, reconnaissez... Vous le dites très souvent, hein, donc plutôt moins que d'autres. Je l'ai dit, ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas dit. Ça vous fait du bien peut-être de le redire en cette rentrée. Pas du tout. Mais reconnaissez que sur ce sujet, quand même, sur le plan médiatique, on en a fait 10 fois trop pour une affaire qu'il fallait traiter, qu'il fallait juger sévèrement. Mais comme vous l'avez dit, il faut rester sur le fond. Sur le fond, c'est la rentrée. Et il y a un petit sujet pour le gouvernement cette rentrée. Il y en a plusieurs, mais un en particulier, et vous le connaissez bien, vous avez été ancien ministre du budget. C'est la question du budget, de la croissance qui est moins tonique que prévu. Réduction des déficits, ça reste possible quand on a comme pronostic 1,8% de croissance? Non, je crois que malheureusement, le gouvernement ne va pas y arriver pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas fait l'effort sur la baisse des dépenses publiques. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Ce que nous avons vu jusqu'à présent en termes d'amélioration, c'est parce que la croissance a été un peu meilleure, donc il y a eu des meilleures recettes fiscales. Mais l'État, il ne fait pas l'effort de baisser les dépenses publiques suffisamment. Et donc, dès que la croissance n'est pas suffisamment au rendez-vous, et elle ne pouvait pas l'être à cause des grèves de la SNCF, et puis aussi, il faut bien le dire, à cause de l'augmentation de la CSG, qui a plombé le pouvoir d'achat de millions de Français. Du coup, on se trouve dans cette situation. À cause de l'augmentation du prix du pétrole aussi. Et puis vous avez raison, le pétrole, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces sujets, le gouvernement ne baisse pas assez les dépenses publiques. Du coup, il se rattrape sur une seule catégorie de gens, les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies qui aujourd'hui tiennent le pays et qui se trouvent étranglées. Les économies, ça doit rester une priorité dans les semaines qui viennent, la réduction des déficits publics? Pas dans les semaines, dans les années qui viennent. D'accord, mais là, puisqu'il va y avoir des arbitrages budgétaires, c'est maintenant que ça se décide. Mais bien sûr, mais ça nécessite des réformes de structure que malheureusement ce gouvernement ne fait pas suffisamment. Je pense qu'il y a des domaines entiers dans lesquels on croit qu'il faut augmenter les dépenses, alors qu'en fait il faut améliorer l'organisation. Je pense par exemple à l'éducation nationale, je pense à l'hôpital qui est en crise majeure et sur lesquels on le voit bien, il n'y a pas de réponse gouvernementale. Vous avez l'air de laisser penser que c'est déjà trop tard. Non, certainement pas. Je pense que ça n'est jamais trop tard. Et je vais même vous dire mieux, je souhaite que ça réussisse. Parce que je pense que tout ce qu'on peut faire de bon pour la France, il faut le faire. Donc je suis plutôt de ceux qui disent qu'il faut qu'Emmanuel Macron continue de réformer. La première année a été bonne. Je m'inquiète de voir un peu un faux plat. Les députés de La République En Marche, dans une tribune, proposent d'aller plus loin sur l'ouverture des commerces le dimanche. On est sûr de l'impact ? Oui, je pense qu'ils ont raison. Je pense que la question de l'ouverture du commerce le dimanche est une question récurrente. Il faut développer l'activité. Il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas faire leurs courses à d'autres moments. Ça fait partie aussi de la vie dans toutes les grandes agglomérations. Je pense que c'est un peu différent dans les campagnes, mais dans les grandes agglomérations, il faut ouvrir le jeu de manière concertée avec les commerces de centre-ville. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, tous les commerçants, qu'ils soient grande surface ou petite surface, sont menacés par la vente en ligne, par le numérique. Alors autant s'adapter maintenant. C'est le retour en politique de Jean-François Copé ou pas ? Écoutez, en tout cas, vous avez compris que j'étais moins fréquent sur les plateaux de télévision. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que je continuerai de dire ce que je pense. Je l'ai fait sur les banlieues et le plan Borloo abandonné. Je le ferai sur bien d'autres sujets à chaque fois que je pense que c'est utile. Merci beaucoup Jean-François Copé-Stavoulin. Merci Caroline, bonne journée.